tous et bienvenue dans Pitch. Mon invité du jour ne parvient pas à se défaire du cliché qui le décrit comme un mélange entre Tintin et Indiana Jones. Il est belge, archéologue et son aire de recherche n'est autre que le site du Temple du Soleil à Pachacamac au Pérou. Bonjour Peter Eekhout. Bonjour. Alors vous êtes chercheur et professeur à l'Université libre de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, spécialiste de l'Amérique précolombienne. Ce choix d'études en fait il est soudain. Vous feuilletez un magazine et tout d'un coup vous vous émerveillez devant la beauté d'un temple maya et vous vous décidez alors à entamer des études qui mêlent à la fois l'histoire et l'art. Pachacamac, c'est déjà le sujet de votre mémoire. À ce moment-là, vous ne rêvez que d'une seule chose, c'est de vous rendre sur place, ce que vous ferez en 93. Alors très vite là-bas, eh bien, vous êtes amené à dépasser vos fonctions de simple doctorant entre guillemets et de prendre véritablement la direction du projet. Ça fait 27 ans que vous avez commencé les fouilles de ce site extraordinaire. Je vous laisse nous expliquer ce que vous avez pu découvrir jusqu'ici. Bon pitch. L'Université libre de Bruxelles mène des fouilles un peu partout dans le monde et notamment en Amérique du Sud, au Pérou, à Pachacamac, qui est un site immense de 6 km² qui se trouve au bord de l'océan Pacifique, non loin de l'actuelle capitale du Pérou, Lima. Alors, nos équipes fouillent dans ce site depuis plus de 25 ans. Il est vrai qu'il y a pas mal de matière, une très longue occupation, du 5e siècle de notre ère jusqu'au 16e siècle, à l'arrivée des conquistadors espagnols. Pachacamac, c'est au Pérou. Quand on pense au Pérou ancien, on pense à l'Empire Inca, bien entendu. Un empire immense, lui aussi, de 1 million de km², qui a été fondé au XVe siècle et défait par ces mêmes conquistadors espagnols au XVIe. Les Incas, c'est un petit peu les Romains d'Amérique du Sud. Ils sont extrêmement organisés, très bien structurés, mais, et c'est une de leurs particularités, ils accordent une importance particulièrement grande à la religion. Et cette religion, elle est particulièrement perceptible, ces aspects rituels et religieux, ils sont particulièrement perceptibles à Pachacamac, justement. Puisque, faisant partie de l'Empire Inca, intégré dans l'Empire Inca, il était déjà une capitale religieuse, il l'est devenu encore davantage. Les Incas n'ont pas inventé l'écriture, mais grâce aux Espagnols, nous savons que ce site était un grand centre de pèlerinage. Des gens affluaient depuis tout l'Empire pour venir honorer les dieux, et en particulier Pachacamac et le Soleil, dont les sanctuaires se trouvaient sur le grand temple que vous voyez là sur la photo. Et donc, ce pèlerinage, cet afflux de gens d'un petit peu partout, c'est quelque chose sur lequel, malheureusement, les conquistadors ne sont pas très disers, ils ne développent pas énormément. Qui étaient-ils, ces pèlerins? D'où venaient-ils? Pourquoi venaient-ils à Pachacamac? Qui faisaient-ils? Est-ce que la pratique est plus ou moins ancienne? Ce sont autant de détails, mais qui ont toute leur importance, et pour l'éclaircissement desquels nous avons entamé des fouilles, et ce, dans une partie du programme qui a débuté en 2014. Donc, on a ouvert une série d'unités, une série de structures pour mieux comprendre et pour tenter de trouver des réponses à toutes ces questions. Alors, quand on mène des fouilles, évidemment, on s'intéresse à ce qui se trouve sous le sol, aux objets que l'on trouve, aux structures que l'on peut éventuellement dégager. Et là, en l'espèce, par rapport à ce qui nous intéresse, on s'est rendu compte qu'une grande partie du matériel était locale, de la culture Ishma, qui occupe cette région avant l'arrivée des Incas et qui continue d'y habiter, bien sûr. C'est le vase qui se trouve là à gauche. Mais on a également une partie de matériel qui est importé, qui vient d'ailleurs, un matériel exogène, comme par exemple ce petit pendentif en argent, représentant un être fantastique et qui provient de plusieurs centaines de kilomètres au nord de Pachacamac. Au-delà des objets, on s'intéresse aussi évidemment aux gens, aux pèlerins ou aux pèlerins potentiels eux-mêmes, à travers les corps et à travers les momies que nous avons déterrées dans un des cimetières que nous avons fouillés à Pachacamac. On les étudie cette fois par la bioarchéologie et l'anthropologie. On a découvert, via l'étude des traits dentaires, qu'ils avaient une généalogie très longue, ce sont des locaux en bonne partie, et également par les isotopes stables, qui sont des méthodes physico-chimiques qui constituent des signatures en quelque sorte sur nos ossements, qu'une partie de ces pèlerins, la plus importante, provenait de la région, tandis que d'autres, eux, provenaient d'ailleurs. Donc la problématique semble se préciser et la combinaison de toutes ces données nous permet d'expliquer d'où ils venaient. Ils venaient en bonne partie de la région, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, mais également, et en particulier sous l'Empire Inca, d'origines beaucoup plus diverses, depuis des régions très très éloignées, comme par exemple l'Amazonie, distante de plus de 1000 km, et dont cet objet que nous avons découvert en fouille, composé de plumes bleues et vertes, issues d'oiseaux d'Amazonie, témoigne. Donc là, on a déjà cette idée d'une espèce de mise en évidence du pèlerinage à Pachacamac, et de la part des Incas, on peut se demander si cette pratique est quelque chose que les Incas ont inventé, ou bien si c'est quelque chose qui existait déjà. Il semble que ça existait déjà, 300 enterrements fouillés en témoignent, d'une
pratique, si l'on veut, qui était, une fois encore, régionale, locale, avant l'arrivée des Incas, mais qui s'est largement amplifiée par la suite. Donc une pratique, finalement, disons, sur laquelle on peut s'interroger. Pour quelles raisons venait-il à Pachacamac? Là encore, se tournant vers les textes, on est relativement vague. Un dieu créateur, un dieu oraculaire que l'on venait consulter. Les analyses menées par nos anthropologues ont mis en évidence que ces momies, ces défunts, ces pèlerins, avaient souffert de maladies très graves, mortelles, cancer, syphilis et autres, et de nombreux traumatismes. Les textes, de façon un peu plus discrète, nous explique que Pachacamac était un dieu guérisseur. On peut donc considérer le site comme une sorte de lourde préhispanique vers laquelle on emmenait les pèlerins dans l'espoir qu'ils soient guéris. Alors, que faisaient-ils ces pèlerins? Là, évidemment, c'est extrêmement mystérieux. On sait par les conquistadors qu'ils restaient 1 an dans le site. Comment ? Et surtout, quelles sont les activités auxquelles ils s'adonnaient, quels étaient les rituels éventuellement. On a des exemples ethnographiques, mais il est assez difficile de s'en inspirer. Donc, là encore, pour comprendre un petit peu l'accueil de ces pèlerins et les activités qu'ils menaient une fois arrivés dans le site, on s'est tourné vers l'archéologie et vers la fouille de bâtiments cette fois. Par exemple, les aménagements au site sont très importants sous les Incas. La grande rue nord-sud, que l'on voit là sur la diapositive, fait plus d'1 kilomètre de long et se transforme en une sorte de grand couloir sous les Incas. On contrôle complètement le transit des pèlerins jusqu'à la place des pèlerins, une immense esplanade dédiée au culte face au temple et qui couvre une surface 20 fois plus importante que son équivalent à la période précédente. Donc, on voit clairement que les Incas ont porté ce pèlerinage à une échelle gigantesque, impériale. Nous avons également fouillé d'autres bâtiments qui témoignent justement des activités menées par les pèlerins durant leur année à Pachacamac. Par exemple, des structures apparemment de consultation vis-à-vis de prêtres ou éventuellement pour des doléances vis-à-vis de divinités secondaires. De très nombreuses offrandes ont été mises en évidence dans ces bâtiments. De même d'ailleurs que d'autres structures dévoluaient à des fêtes, à des banquets que l'on offrait vraisemblablement aux pèlerins en guise de bienvenue ou à certains moments importants du calendrier rituel. Un des bâtiments que nous avons fouillé s'appelle le B15. Il est particulièrement intéressant. Nous y avons découvert des peintures murales, une découverte que l'on n'avait plus faite à Pachacamac depuis la fin des années 30, et également là aussi des milliers d'offrandes. Et parmi celles-ci, des pierres avec des propriétés ferromagnétiques. Elles affolent l'aimant. Pourquoi? Là, on s'est tourné vers l'ethnographie et en réalité, ce sont des outils qui servent aux guérisseurs actuels dans leur processus de curandérisme, comme on dit, donc pour guérir les malades. On a donc toutes les raisons de penser, vu le contexte, qu'on aurait peut-être affaire à un temple de la guérison. Alors évidemment, les recherches se poursuivent parce qu'il y a énormément de domaines que nous devons encore explorer, notamment l'ADN, notamment les isotopes pour les régimes alimentaires de ces pèlerins, et également des processus expérimentaux par drone avec des radars de pénétration des sols pour essayer de découvrir d'autres structures enfouies sous le sable. Si vous voulez en savoir plus, Créa ULB. Peter, un tout grand merci pour ces explications. Alors, au point de vue des fouilles, vous êtes la seule mission étrangère présente sur ce site à long terme, mais au commencement, comment est-ce que le lien s'est-il établi entre le Pérou et la Belgique? Alors, moi j'étais étudiant, c'est via un collègue à l'époque au musée du Cinquantenaire qui avait des connaissances au Pérou, qui l'ont invité à venir fouiller là-bas, et la connexion s'est faite de cette façon. Par la suite, très rapidement, c'est l'ULB qui a repris les fouilles. Vous partez chaque année sur le terrain pour des missions de plusieurs semaines. Nous, ce qu'on a envie de savoir, et le téléspectateur aussi, c'est en fait, ça ressemble à quoi la vie d'un archéologue? Alors, on se réveille extrêmement tôt, on doit diriger plusieurs équipes en ce qui me concerne, parce que comme c'est un très grand site, bien sûr, j'ai plusieurs équipes à la fois, plus une équipe au labo. On travaille surtout le matin et en début d'après-midi, parce qu'il fait très chaud, c'est le Pérou, on est sous les tropiques. On travaille aussi tout le temps qu'on est là, à peu près 2 mois. C'est une équipe internationale, c'est une très bonne ambiance, je dois le dire. Et évidemment, on loge à proximité du site. Et voilà, ça c'est les 2 mois de fouille. Après, il y a tout le reste, toute l'étude des objets et des corps et des données que l'on récolte au long de ces 2 mois. Oui, donc vous ne fouillez pas si longtemps, pas beaucoup de jours par an au final. Non, et c'est pour ça que le rendement doit être bon. D'une part parce que, voilà, on a également des moyens limités, mais aussi parce que le degré de conservation dans ce désert qui est Pachacamac, comme on a vu les photos, est extraordinaire. On trouve des momies avec leur peau, leurs cheveux conservés, des objets en bois, des plumes, quelque chose qu'on trouve dans de très rares archéologies. Donc ça signifie qu'il y a un grand nombre de spécialistes qui doivent par la suite se pencher sur ce que l'on a trouvé en fouille, et ça prend du temps. Bien sûr. Bon, depuis le début de l'émission, on parle de Pachacamac, mais ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est est-ce qu'on peut visiter
cet endroit? Est-ce qu'il est accessible au public? Absolument, ça se trouve non loin de Lima, il y a un musée de site, on peut très facilement y accéder, ça se visite en voiture parce que c'est très grand, donc on passe en voiture d'un parking à l'autre pour aller prendre des photos et pour aller voir les différents bâtiments du site. Ce que j'ai eu l'occasion de montrer dans ce bref pitch, c'est une toute petite partie du site, donc voilà, allez-y, allez le visiter et le cadre est pas mal. Est-ce qu'on peut rentrer dans les bâtiments? Alors malheureusement non, pour des questions de conservation, ce sont des bâtiments en adobe, c'est-à-dire en briques de terre crue séchées au soleil, donc c'est assez fragile et par conséquent c'est surtout de l'extérieur qu'on peut les admirer. Eh bien écoutez Peter, un tout grand merci d'être venu sur notre plateau. Si vous n'aviez pas encore d'idée pour vos vacances, on l'a bien compris, c'est la destination à découvrir. Nous en attendant, on reste là et on vous retrouve avec un nouvel invité dans un prochain numéro de Pitch. À bientôt sur BX1.